Donc on peut commencer officiellement. Merci d'être là, public de feu, c'est merveilleux, fantastique. Je viens donc d'apprendre que c'était contre-culture musicale. Science-fiction, pour moi, c'était juste contre-culture. Donc je pense qu'on va déborder un peu du sujet pour aborder la contre-culture. Donc plus généralement, mais avant de commencer vraiment, sachant que moi je suis juste là pour passer les plats, je vais présenter les auteurs que vous connaissez tous bien sûr par cœur, en commençant par l'extrême gauche, donc Marc Caro, et en finissant par l'extrême droite, Karim Berouka. Voilà. Alors Marc Caro, évidemment, vous le connaissez comme réalisateur. Et, voilà. Et Jean-Marc Ligny, Emmanuel Macron, c'est crédible, c'est très crédible. C'est les cheveux, ça fait toujours ça. Alors Marc Caro, vous le connaissez évidemment comme réalisateur, vous le connaissez comme dessinateur, vous le connaissez comme musicien, parce qu'il fait de la musique industrielle. La musique industrielle, c'est à la musique ce que Shakespeare est au théâtre, c'est une nécessité. C'est aussi le duo avec Jeunet, bien sûr, de films chef-d'œuvresques voilà, dont on lui rebat les oreilles depuis des années. Délicatessen, c'est lui. La Cité des Enfants Perdus, c'est encore lui. Et il a aussi réalisé, bien sûr, en 2008 Dante 01. En 2007, l'association, l'édition de BD, l'association a sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là passé, Contrapuntic, recueil d'histoires courtes dessinées. Mais en tout cas, c'est super. Et c'est trouvable. C'est ici, au Salon du Livre ou pas? Il n'est pas. Ouais, faudra regarder. En tout cas, si vous ne connaissez pas ça, il faut absolument vous précipiter, c'est super bien. Et donc, il est là avec nous, on est bien content. À sa droite, donc, Jean-Marc Ligny, qu'on ne présente pas non plus, même si on va quand même le présenter. Jean-Marc Ligny, pour faire voilà, votre première nouvelle, c'est en 78. Ensuite, le premier roman, c'est Temps Blanc, en 79. Je crois que ça, c'est votre dernier qui vient de paraître, voilà, qui est ici. Mais j'avais cru comprendre que le dernier livre, c'était 10 légendes des âges sombres à la Talente. Voilà. Ça, c'est le dernier roman. Ouais. Voilà, donc 10 légendes des âges sombres. Parfait, alors vous avez un micro aussi, il faudra parler dedans. Micro. On vous connaît, vous avez écrit quand même, on va se le prêter. Vous avez quand même écrit plus de... Oui, absolument, vous en aurez un tout à l'heure. C'est parce qu'on ne donne pas les micros aux punks, on donne d'abord aux gens normaux et après on avise. Et vous avez quand même écrit plus de 40 romans, on va citer Djihad, notamment en 99, qui met en scène un monde complètement improbable où le fascisme s'impose en France. Ouais, on va vraiment bien rire. Aqua TM en 2006 qui mettait en scène la résistance d'un petit pays face à une grande multinationale. Ça aussi, ça n'arrive jamais. Bref, voilà. Juste à droite, nous avons Morgane Cossarieux qui s'est fait connaître dès 2012 avec son premier roman Dans les veines chez Mnemos, qui est un truc de vampire, mais pas que. Vous avez même écrit de la littérature mainstream, avec Technofreaks, au Serpent à plumes en 2000, c'était en 2018 ça, ouais. Et votre dernier, c'est Vertèbre, qui est devant, voilà, aux éditions Diable Vauvert. Achetez-le, c'est disponible au Salon du Livre, et puis même le mieux, c'est d'en acheter 2 par personne, c'est plus sûr, parce que... Au moins 3 pour la famille, les grands-parents. Surtout que dès demain, ça va être probablement interdit, donc sachez-le, c'est utile. Notamment, vous avez développé un concept que j'aime bien, qui est le splatterpunk. Il faudra nous expliquer ce que c'est que ça, le splatterpunk. Et à droite, donc, tout à droite toujours, nous avons Karim Berouka, que l'on ne présente pas non plus, mais qu'on va quand même présenter. Le jour où l'humanité a niqué la fantaisie en 2021, c'est lui. Le club des punks contre l'apocalypse zombie en 2016, c'est toujours lui. Sachant que pour votre information, ce livre formidable et phare, et peut-être même un jalon dans l'histoire à la fois du rock'n'roll et de la littérature, est disponible toujours au Salon du Livre et qu'il a été réédité aux éditions ActuSF en version augmentée, puisqu'il y a un CD dedans. Bien. Ouais, il y a absolument. donc un CD dedans avec de la musique faite par Karim Berouka dans sa cave, tout seul comme un grand, avec plein de titres super bien. Super. Car Karim Berouka, vous le savez sans doute, est aussi chanteur et musicien. Il a officié et il continue au sein du groupe. Vous avez commencé avec Alan Stivell en 67, et vous avez enchaîné avec Triskel. Et vous avez fini avec Evil Skin, non c'est pas vrai, avec Ludwig von 88, donc c'est vous. Voilà, nous avons 3 micros, vous êtes 5, c'est très compliqué. Donc je vais passer mon micro pour me taire. Personnellement, je ne prêterai pas mon micro. Voilà. Et ben moi je vais prêter le mien. Parce que vous savez que nous avons un truc qui s'appelle Covid. Et donc voilà. Hein. Donc ça c'est mon micro. D'accord. Alors moi je l'ai, donc je m'en fous, je vous le passe quand même, vous ferez comme vous voudrez. Le thème c'est contre-culture musicale et SF. Alors
évidemment, ça va être compliqué de discipliner ces sales gosses ici. Mais voilà, vous rappelez que l'anarchie, c'est l'ordre moins le pouvoir. C'est plutôt le désordre moins le pouvoir pour eux. Mais on va donner le micro d'abord à Karim Berouka pour nous donner, s'il veut bien, sa vision de la contre-culture. Oui, et de la SF. Hein. Est-ce que c'est compatible la contre-culture et la SF, Karim Berouka? Oui. Morgane Cossario, votre avis sur cette question? Vous êtes prêts? J'ai un énorme exposé sur la contre-culture. Ouais. J'espère que vous avez le temps. Donc, alors moi, je suis spécialiste du vampire. Hein, donc, je vais vous parler que de ça. Hein. Donc, la contre-culture et le vampire, premier chapitre. Alors, ça commence avec les prédateurs en 1983. 1983, les prédateurs, Catherine Deneuve, David Bowie, ouais, le clip Bauhaus, c'est la première séquence, le clip de Bauhaus, Catherine Deneuve, David Bowie. C'est le premier film de En Tony gros, Scott. genre, c'était vraiment mélangé. C'était très mélangé. Donc vraiment là, on a le vampire plus la culture post-punk mélangée. On peut pas faire de. C'est vraiment. Oui. C'est quand même un film pourri, c'est tout. Non, tu mens. Non, c'est un film hyper emblématique des années 80. Mais est-ce que les films de vampires sont vraiment des films de science-fiction? Eh bien oui. De science-fiction au sens SFFF qui englobe le fantastique, la fantasy et la science-fiction. Eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui, monsieur. SFFF. SFFF. Oui. Non, mais oui. Après, moi, je ne peux pas parler de ça. Je ne connais pas la science-fiction, donc je parle que de fantasy. Il y a quand même un petit problème. Si vraiment tu ne veux pas que j'en parle, je ne peux pas en musique, parler. je croyais que c'était musique et science-fiction. Alors là, ah d'accord. Pourquoi il y avait quoi dans la science-fiction? Je suis désolé, j'ai fait de la musique et du fantastique. Mais Jean-Marc, il fait de la musique et du... Non, Jean-Marc, il fait de la musique et de la science-fiction. Non, je fais pas de musique. Ah bon, bah excuse-moi. Mais j'écris de la science-fiction et j'écoute de la musique en écrivant. Et j'ai fait tout un article, d'ailleurs, qui est paru dans Bifrost sur rock et SF avec pas mal de recherches. Ah oui, c'est du boulot. Ça a été du boulot, ouais. De recenser toutes les références entre la musique rock en général. Ça peut aller du punk au psychédélique en passant par le rock progressif, voire même le jazz. Et la science-fiction, il y a eu pas mal d'acquaintances. En fait... On précise que science-fiction, c'est aussi au sens large, hein, c'est, on va dire, imaginaire, parce que ça concerne pas que Oui, je parle des littératures de l'imaginaire. Voilà, on est d'accord. Voilà. Je parle des littératures de l'imaginaire en général. Je vais me replacer dans un contexte historique, parce qu'autrement, on va voler vraiment très au ras du sol. C'est qu'effectivement, la musique est là depuis le début des films de science-fiction. Hein. Au départ, c'est vrai que c'était plutôt des pianos qui un peu illustraient... le voyage dans la Lune et tout ça, mais très vite, c'est quand même devenu la musique électronique est venue très vite à quand même illustrer sonoriquement les films de science-fiction. Et c'est vrai que ça a tout le temps été un espace, à mon avis, de recherche et d'expérimentation sonore. Voilà, donc avec les instruments électroniques, avec la musique de bande, avec la musique, comme tu le disais, psychédélique, la musique dans le jazz avec Sun Ra. Enfin, il y a vraiment toujours eu un champ exploratoire aussi qui était assez intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de femmes compositrices qui ont pu s'exprimer à travers la musique électronique dans soit des séries de science-fiction, par exemple Delia Derbyshire pour la musique du Docteur Who et tout ça. Et donc je trouve que c'est vraiment effectivement la contre-culture musicale a eu un grand champ d'exploration à travers et les films de science-fiction et les films fantastiques, parce que c'est vrai que le Térémine a aussi énormément... Et ça a quand même exploré aussi pas mal des films fantastiques, etc. Hein. Donc voilà.
tout à fait. Le nombre de gens qui ont essayé de faire du thérémine et qui ne sont pas arrivés aussi, parce que c'est quand même très compliqué. Le thérémine, c'est quand même l'instrument le plus compliqué du monde. Donc le nombre de gens que je connais qui ont essayé de faire du thérémine et qui n'y sont pas arrivés à la fin. Mais il y a des gens qui en sont arrivés, qui font des choses superbes, mais c'est quand même l'instrument. C'est comme avec une L'instrument guitare. gothique, Une guitare, il y a des gens qui savent s'en servir et puis pas d'autres. Oui. Normal, Non, mais clairement, hein. le thérémine, c'est un instrument très très compliqué. Ah ouais, Oui. je sais pas. Chacun son truc. Bah, hein. si. Non, vraiment, c'est compliqué. Tu sais faire du thérémine? J'en ai, ouais. Tu sais en faire? Je sais faire du bruit avec. Ah moi, oui, parce que moi, c'est quand même, je suis admirative. Je suis dans un trip plutôt bruitiste, tu vois. Parce que même au niveau expérimental, au niveau son, comme ça, dès le futurisme, il y avait déjà cette exploration sonore avec Luigi Russolo et l'art des bruits, donc qui fabriquait des machines pour faire, d'ailleurs, inspiré de toute la machinerie sonore du théâtre qui précédait. Et donc, il y a toujours eu un champ exploratoire comme ça pour proposer des sons qu'on n'avait pas entendus avant. Et moi, c'est ça qui m'a plu dans ce thématique-là sonore, c'est qu'il y avait ce côté exploratoire, expérimentation, qu'on retrouve aussi dans la science-fiction, où on vient proposer, on vient faire des spéculations sur des possibles. Et là, c'est aussi possible avec le son. Voilà, c'est ça qui m'avait un peu excité dans cette thématique qui me semblait quand même assez intéressante, quoi. Pour moi, qui suis tombé dans la SF quand j'étais petit, en fait, quand j'ai découvert les synthés dans les années 70-73, notamment Tangerine Dream, Klaus Schulze et tout ça, moi, je me suis dit, ça, c'est la musique de la SF, quoi. C'est la musique de mon univers. Et bon, je suis tombé dans le rock aussi dans l'adolescence. Et j'aimais bien, mais jusqu'à présent, je ne trouvais pas vraiment de rapport entre le rock et la SF, à part des groupes comme Gong ou Magma, qui avaient clairement une thématique SF, quoi, dans leurs paroles, leur attitude, tout leur background, quoi, en fait, toutes leurs thématiques, voilà. Mais les synthés dans les années 70, pour moi, ça a été la musique de la SF, quoi. Puis après, ça a fait que se confirmer. Et puis après, quand est arrivé l'électro, la musique indus, Kraftwerk, Einstürzen, Norbotten et tout ça, enfin, c'était la musique urbaine, quoi, de la SF, des dystopies de la SF que j'aime, quoi, en fait. J'ai trouvé. Moi, je trouve que en tous les cas, cinématographiquement, le truc qui est le plus marquant dans la SF, c'est quand même 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, c'est pas très... il y a du Ligeti dedans, donc c'est un peu... Mais même pour l'époque, c'est déjà un peu... C'est pas contemporain. Enfin, ça reste contemporain, mais ça a quelques années. Sinon, c'est Strauss, Richard et puis l'autre. Didier Strauss, Didier von Strauss. Wagner, hein, non, c'est clair, c'est une des plus grandes bandes son de cinéma. Ouais. Mais tu as aussi Tron, tu as plein de choses. Tu vois, on peut pas se limiter à un genre et tout ça. Moi, je trouve que ça va dans tous les sens. Il y a du rock aussi qui va très bien avec la science-fiction. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'instrument qui. Je pense pas qu'on peut faire des ponts, on peut faire des associations, mais je pense pas qu'il y a une musique de science-fiction comme une musique de fantastique. Il y a des musiques qui ont été utilisées plus souvent avec la science-fiction au niveau cinématographique, parce que c'est vrai que dans les bouquins, il n'y a pas de musique, ou rarement. Alors, c'est que tu ne connais pas très bien le cinéma. Il y a quand même un truc... tu vois, il y a quelque chose au niveau cinéma où c'est plus orchestral, on va mettre des violons et des trucs comme ça, et tu as un champ exploratoire où ça a quand même souvent été plus... Tu regardes même Forbidden Planet et tout ça, il y a un genre d'expérimentation électronique, de son, à l'époque, composition cybernétique, ce qui ne voulait pas dire grand-chose, tu vois. Donc, j'ai plus l'impression qu'on a expérimenté. Tu regardes un film, moi, que j'adore, qui a été HX 138, où c'est presque le sound design qui fait la musique, même s'il y a Lalo Schifrin qui fait la musique, tu vois. Moi, je regarde La Planète Sauvage et je vois du rock pas progressif. La Planète Sauvage, La Planète Interdite. Interdite, et je vois du rock progressif. Et je pense qu'il n'y a pas... La Planète Interdite ? Oui, bien sûr. Ah bon ? Mais oui. Oui, tout à fait. Mais je dis pas ça, je dis pas qu'il n'y a pas de musique avec les films, ou je dis qu'il n'y a pas une sorte de musique qu'on puisse associer
un genre littéraire. Voilà. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ça permettait peut-être plus d'exploration sonore que d'autres trucs. Un film en époque, si tu mets des musiques trop artificielles ou qui sont pas avec une instrumentation classique, ça fait plutôt bizarre. Tu vois, ils ont fait des essais. Des fois, ça marche. Oui, mais d'accord, mais 2001, on te fout les valses de Strauss, c'est quand même pas très science-fiction. Bon, moi, je voudrais revenir sur Tangerine Dream, dont ça... parlait Jean-Marc Ligny, qui est sur un super film, Aux frontières de l'aube, qui était une grande inspiration pour mon premier roman, Dans les veines. Qui est vraiment Frontières de l'aube. Frontières de l'aube, qui est Near Dark en anglais, qui est un très bon film de vampire, un des meilleurs des années 80. Catherine Bigelow. Et Catherine Bigelow, son deuxième film, si je ne me trompe pas, qui est un de ses meilleurs. Ouais. Qui est vraiment très bien. Et vraiment, ça mêlait vraiment la connexion entre vampires et musique, entre guillemets, new wave, post-punk. Enfin, le Tangerine Dream, ça amène la new wave et la post-punk qui s'était ensuite mélangée avec The Lost Boy ou des films même avant, comme Les Prédateurs en 83. Voilà. Il y a un truc. Je pourrais revenir encore. Et bah, ouais, si je peux revenir sur mon point. Il y a un truc frappant avec la contre-culture musicale, c'est qu'elle devient culture tout court. Elle perd son qualificatif contre. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la SF, il y a encore de la contre-culture musicale, ou est-ce que tout a été phagocyté par le mainstream? J'adore poser des questions auxquelles personne... Moi, j'ai fait un bouquin où il y a plein de punks dedans qui font de la musique. Et voilà, donc personnellement, j'ai foutu plein de musique dans un livre. Et j'ai fait une bande-son. Maintenant, la Volt aussi a fait des bouquins où il y avait des bandes-son, notamment par Barbery, qui ne fait pas du punk du tout, qui fait du jazz. Donc, je pense qu'il y a des associations comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais voilà. C'est tout. Moi, c'est ce que je connais. C'est ce qui existe pour moi. Moi, dans mes débuts, j'ai écrit un bouquin complètement centré sur la musique, en fait, sur le rock. Le rock et SF, quoi. Enfin, une tournée d'un groupe de rock dans une France un peu pré-apo, je dirais, ou déjà un peu post-apo. Enfin, assez déliquescente en tout cas. Et puis, j'avais écrit toutes les paroles des chansons. J'avais carrément écrit toutes les paroles de l'album du groupe, dont il reste que des bribes dans le bouquin. Parce qu'à l'époque, je me disais, il y a peut-être un gars ou un groupe qui va avoir envie de faire exister mon groupe fictif, tu vois. Et effectivement, il y a eu un gars qui s'est branché dessus et qui a bossé un peu dessus avec ses copains et tout, mais en fait, le groupe a splitté avant qu'ils arrivent à faire quoi que ce soit de cohérent, apparemment. Donc, bon, ça a été une éphémère aventure. Moi, je trouve que c'est complémentaire, en fait. La musique, enfin, le rock en général et la SF sont les deux faces d'une même culture, qui n'est peut-être plus contre-culture, mais qui est une culture à part entière, différente du mainstream, quoi, mais qui existe tout autant. Et bon, qui est plus maintenant, peut-être moins subversive, quoique, je ne sais pas, hein. Y a des groupes indus maintenant qui sont pas à mettre entre toutes les oreilles, quoi, hein. De même des bouquins qui sont pas à mettre entre toutes les mains non plus, quoi, peut-être. Donc après, ça dépend ce qu'on appelle contre. Je sais pas si le terme contre-culture, en fait, peut exister encore maintenant, quoi. Oui. Pour rebondir là du coup sur ta définition de contre-culture, alors moi je vis à Berlin. Au Berlin, vraiment, c'est la scène de l'art techno, de l'industrial, donc ce qui est censé être une contre-culture en France. Et au final, à Berlin, on a ça tellement que la contre-culture devient extrêmement mainstream. Et enfin, moi, c'est un thème que j'ai vraiment essayé de développer dans un de mes romans qui était, bon, pas un roman de fantastique, qui est plus un roman de littérature générale, Technofrix, où comment la contre-culture devient mainstream et accessible à tous, et finalement, la contre-culture se perd un petit peu. Et je ne sais plus où je vais en venir, en fait. Mais c'est pas mal, hein. C'est bien, hein. C'est bien. Non, c'est pas mal, hein. Allez, je te donne le micro. Je vais justement enchaîner sur ce que tu disais. Tu parlais, Jean-Marc, tout à l'heure du groupe Einstürzen et Botten, qui est allemand, qui a quand même fait beaucoup de choses très très bien et qui continue à en faire, qui a commencé à exister dans les années 80 et qui, ça aussi c'est emblématique, a été un symbole de l'avant-garde contre-culturelle
et qui aujourd'hui, quand la Cité de la musique à Hambourg se crée, la Philharmonie de Hambourg se crée avec un immense bâtiment un peu cyclopéen conçu par Jean Nouvel, le premier groupe qui s'y produit, c'est pas de la musique classique, c'est Einstürzner et Button, donc c'est plutôt marrant. Et Marc Caro, vous-même, vous avez fait un groupe de musique indus d'ailleurs, qui s'appelle Parasite. Alors tout à fait, prononces bien. c'est vrai que voilà, j'ai commis ça dans ma folle jeunesse. Et donc j'en ai profité pour faire aussi la bande-son du premier moyen métrage qu'on a fait avec Jean-Pierre Jeunet, qui s'appelait Le bunker de la dernière rafale. Et effectivement, ça correspondait à une période, hein, c'est vraiment 79, 80. Et donc là, j'étais moi en plein Cold Wave, Throbbing Gristle, enfin post-industriel. Mais je suis d'accord avec ce que disait Karim tout à l'heure, c'est que chaque bande-son, pour moi, les grands films, il y a toujours un grand musicien ou une grande bande-son qui sont associés. C'est souvent... bon, alors les exemples sont multiples et variés. Hein. Ça va de Badalamenti et David Lynch, Sergio Leone et Morricone et tout ça. Et c'est vrai que... Et Wendy Carlos et Stanley Kubrick, hein, parce que, ok, tu parlais de 2001, l'Odyssée de l'espace, mais il ne faut pas oublier qu'il lui a fait quand même Orange Mécanique, qu'il a fait des choses comme ça, hein, et Shining. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la bande-son soit adaptée au sujet du film, c'est tout. Quand on fait Delicatessen, après, on travaille avec un musicien qui s'appelle Carlo D'Alessio, qui était le musicien de Marguerite Duras, mais qui faisait une musique... des années 30 comme ça, des valses, des tangos, des choses comme ça. Donc il faut vraiment que ça retraduise sonoriquement ce que représente le film. Il n'y a pas de machin. Il faut à chaque fois qu'il y ait une adéquation entre la bande son et l'image. Et même moi je pousserais ça encore un tout petit peu plus loin. Moi, c'est les recherches que j'ai fait au fur et à mesure et dans un film de science-fiction que j'ai fait qui s'appelle Dante, où il y a un aspect presque perceptif au niveau du son. C'est vrai que maintenant, on commence à être habitué à des choses, à des infrabasses, à des choses comme ça qu'on a entendues dans la musique techno et dans les gros films quand c'est en... Tu vois, les gros films américains, il y a vraiment une structure sonore comme ça qui est très immersive. Et je trouve qu'il y a des choses, parfois par des processus purement technologiques, on peut arriver à faire percevoir à son public des sensations qui sont traduites par l'image. On peut faire ça aussi par l'image. Par exemple, un des grands exemples, c'est dans Vertigo de Hitchcock, arriver à travers juste un processus qui est le travelling compensé, comme ça, d'arriver à faire ressentir le vertige à son public. Donc, je trouve qu'il y a toute une travail entre le sound design, la musique, qui, elle, joue plus sur des choses émotionnelles, comme ça, parce que c'est quand même ce qu'on a envie de faire quand on écrit un roman, quand on fait une bande dessinée ou un film. On a envie de faire partager des émotions, des visions qu'on a à un spectateur. Et donc, tous ces outils-là me semblent faire partie de la palette de tous les créateurs, quoi. J'ai une question idiote. Vous écrivez en musique ? Après, pour les questions idiotes, je précise que le public a le droit d'intervenir. Moi, j'ai une réponse. Hein. Alors, Vertèbre, ça a été écrit sur Mélissa, non, ne pleure pas, d'Amy Nickums. Ah, c'est pour ça. Rock voisine et Lara Fabian. Voilà. C'est la bande-son du livre, vraiment. Vraiment. Voilà. Ok. C'est hyper bien pour vendre, non Oui, je pense pas que c'est mal. bien. Ouais. Voilà. Non, vous voulez lire, non? Vous pouvez aller au Salon du Livre. Morgane Cossario dédicacera ses ouvrages. Et moi, oui, j'écris très souvent en musique et en général, je cite la bande-son à la fin de ce que j'ai écouté, si les lecteurs veulent se replonger dans la même ambiance éventuellement. Et il m'arrive même de citer des fois des paroles de chansons, comme dans Exode, par exemple. La citation au début d'Exode est tirée d'un morceau de Covenant qui s'appelle The Road, lequel morceau a lui-même été inspiré par The Road, le film, et le bouquin de Cormac McCarthy. Et le bouquin est excellent.
Le film, j'ai bien aimé aussi. Je trouve qu'il retraduit assez bien l'ambiance quand même. Je précise d'ailleurs que la musique a été faite par Nick Cave et Warren Ellis et que c'est aussi des symboles contre-culturels qui sont justement devenus mainstream. Voilà, Nick Cave, voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a aussi pas mal de groupes de rock ou d'autres musiques qui s'inspirent de la SF ou d'auteurs de SF pour composer leur musique, quoi. Enfin, pour au moins écrire des chansons, quoi. Voire qu'on collaborait avec des écrivains comme dans les années 70 au Queen avec Michael Moorcock, par exemple. Ou j'ai pas d'autres exemples. Moi, j'ai un exemple d'un écrivain qui a collaboré avec lui-même, qui s'appelle Karim Berouka, et qui je trouve, a franchi un pas qu'il y a pas mal d'écrivains de font pas, puisqu'il propose donc dans la réédition de son bouquin célébrissime, Le Club des punks contre l'apocalypse zombie, comme je le disais tout à l'heure en introduction, donc déjà le livre et le CD, avec des chansons enregistrées et écrites dans sa cave, donc dans son donjon, pardon, par Karim Berouka. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce processus ? C'est sympa, merci. Non, oui, je peux en parler. Ouais. Oui, le bouquin est un bouquin qui met en scène des punks qui se retrouvent dans Paris après la fin du monde et qui essayent d'établir une sorte de société égalitaire et libertaire. Et donc, un punk arcade. Voilà. Et le punk instant. Et du coup, en fait, tout le livre est émaillé de références musicales de groupes des années 80, punk anglais et français. Et puis, arrivé un moment, on a refait une réédition. Je me suis dit, je vais faire la musique du bouquin, ça serait pas mal. Je pense que c'est un truc que beaucoup d'auteurs aimeraient bien faire. Alors après, techniquement, c'est toujours un peu difficile. Donc, j'ai fait ça à la maison parce que j'avais les moyens pour... J'avais un ordinateur, un micro et une guitare, c'est pas mal. Et donc j'ai fait des chansons un peu punk qui illustrent des scènes. Donc on a mis un CD de 10 titres dans l'album et on fera un vinyle plus tard. Mais bon voilà, c'est assez drôle. C'est un peu l'adaptation cinéma du pauvre en fait, parce que tout le monde rêve d'avoir son bouquin adapté en série ou au cinéma. Ça se fait quasiment jamais. Enfin ça arrive, mais malheureusement pas assez souvent. Et donc là, j'ai dit, je vais l'adapter, mais pas visuellement, parce que j'ai pas les moyens et j'avais la possibilité de le faire tout seul en musique. Et donc voilà, il y a un joli CD. Puis personne n'a de lecteur de CD, mais on est content, il y a un CD dedans. Ouais, ça se télécharge et ça s'écoute sur Internet, ça se pirate facilement. De toute façon, c'est fait pour être écouté. Voilà. Mais tu as composé, tu as fait les paroles et tout ça. Ouais, j'ai fait les chansons, j'ai fait une dizaine de chansons. Non. C'est des chansons qui sont un peu à la mode des années 80, voilà, que j'ai pu faire quand j'étais jeune et pré-boomer. Et quoi, un rapport avec le livre ? Quoi, un rapport direct avec le livre ? C'est des chapitres, certaines scènes du livre vont donner telle chanson, tel personnage qui se retrouve dans tel... Voilà. Donc je fais une sélection, il y a des chansons punk, il y a des chansons un peu plus hippies, parce qu'il y a des hippies à un moment. Et il y a quelques... Je sais que La Volte avait publié quelques bouquins comme ça, dont je crois que... les Damasio, déjà. Damasio, ouais. Et puis, L'Ordre du Contrevent et Furtif, il y a un CD à chaque fois. CD, du son. Et puis Jacques Barbieri avait sorti un CD sur un de ses livres, qui est un super auteur qu'il faut absolument lire. Et comme... Même Guy Béard a sorti un disque de science-fiction. Mais voilà. Comme quoi, peut-être que j'ai un avenir à la guitare, au picking. Mais oui, il y a un parallèle de musique science-fiction qui existe, pas seulement dans le rock. Stockhausen avait fait un opéra, je crois que c'était un opéra, je suis pas sûr. Je crois que c'était Sirius, mais je suis pas sûr. Il a fait tellement de trucs qui se passent sur une autre planète où il utilise un langage qui serait celui des extraterrestres. Il y a eu un opéra suédois qui est pas terrible, qui s'appelle Aniara, je crois, qui a été adapté en film récemment, qui se passe dans un vaisseau spatial. Voilà. Non, mais c'est pas très connu et l'opéra est pas très bon, on va dire. Mais enfin, c'est un truc des années 70. Mais je crois que Strauss a fait un morceau. Je crois que Strauss a fait un morceau sur le voyage dans la Lune. C'est après avoir. Richard. Ouais. Je sais pas. Ou le fils, je sais plus. Je sais qu'Offenbach a fait une opéra qui s'appelle Le Offenbach, Voyage dans la Lune. Offenbach.
Offenbach et Strauss, on est vachement dans la contre-culture, effectivement. Ouais, bah, à l'époque, ouais. Maintenant, ouais. Haydn a fait un opéra qui s'appelle sur le aussi le voyage dans la lune, mais Cyrano, je crois, ouais, je me rappelle plus du titre. Oui, les planètes de Holst, ouais, mais c'est pas vraiment. Je sais pas si c'est de la science-fiction, plus de l'astronomie à la rigueur. Je sais pas. Est-ce qu'on cite aussi, puisqu'on parle musique, Gérard Manset et La Mort d'Orion, qui est comme une sorte d'opéra de SF pur et dur, ouais, effectivement. Gérard Manset, qui est pas très connu, enfin sur des initiés, Jean-Marc qui connaît, mais voilà. La Mort d'Orion, sorti en 69, ouais, et c'est une histoire une espèce d'opéra de SF sur toute une phase d'un vinyle, quoi. Après, l'autre phase, c'est des chansons plus normales, on va dire, mais bon, qui sont entourées d'une brochette d'artistes de l'époque, quoi. Et tout composé, enfin, c'est assez classique hein, de facture, Très. mais c'est juste magnifique. Alors, tu peux trouver ça sur YouTube, je pense. Ça se retrouve, ça vient d'être édité aussi pour info. Et ça vient C'était d'être longtemps édité. introuvable. Voilà. Gérard Manset. Et c'est une très belle histoire d'une civilisation mourante qui essaye de quitter sa planète, d'envahir la Terre ouais, c'est très beau. C'est très beau. Sinon, il ne faut pas oublier Noam aussi, qui a fait Albator. Mais moi, je trouve ça toujours intéressant quand les écrivains passent à d'autres choses. Alors, c'est vrai qu'en général, ils sont multicasquettes, mais je reviens vers vous, Marc Caro, avec le bunker de la dernière rafale dont vous avez parlé tout à l'heure, donc qui est un objet filmique. Vous avez aussi fait une BD en fait de ça, avec Jean-Pierre Jeunet, que vous avez dessiné entièrement. Enfin, alors c'est pas une BD qu'on a faite, c'est un storyboard. roman photo. C'est un roman photo, d'accord. Voilà, mais on a tout réécrit. Par contre, on a tout réécrit, on a rajouté des choses qui étaient peut-être moins compréhensibles dans le film, puisque c'était un film muet. Hein, donc le parti pris était de faire que du son, voilà, que des bruits même, pour parler vraiment du manque de communication entre les êtres. Ouais, ce qui est un vrai problème. Qui est un vrai problème. C'est quand même que le roman photo, c'est très années 90. Hein. Là, c'est même avant. Fin 80, voilà, oui, je sais pas. Moi, non, mais c'était aussi une façon de subvertir le roman photo, qui était quand même un truc à l'eau de rose dans les années 60. Le bunker de la dernière rafale, on n'est pas vraiment dans ce registre. On n'est pas tellement dans l'eau de rose, non, c'est plutôt dans l'eau de... C'est ça, sale, très sale. Ouais, très sale, dégoût. Croupi, très bien. Tout à fait. Mais c'était intéressant d'avoir un parti pris comme ça, où tout se fait uniquement par le son et l'image. Parce que c'est vrai que moi, j'ai un petit problème avec le cinéma contemporain français, peut-être, je ne sais pas, mais c'est que c'est un film de gens qui parlent. Et que des fois, tu vois des mecs dans des cuisines, dans des trucs et tout, et qui sont là, en train de parler. Si tu coupes le son, tu ne comprends plus rien du tout à l'histoire. Alors que même dans un film américain mainstream et tout ça, tu comprends quand même un petit peu ce qui se passe. Tu vois que lui, c'est le salopard, il va mourir à la fin du film. Que elle, ils vont certainement avoir une affaire d'amour. Enfin, tu vois, tu as un genre de truc comme ça. Les grands réalisateurs, moi, pour qui j'avais quand même j'ai encore une très grande admiration, peut-être ceux-là venaient un peu du muet et tout ça, mais Hitchcock, Kurosawa, tout ça, avant le mixage final, tout ça, faisaient une passe sur leur montage, coupaient le son pour voir si tu avais une lisibilité juste visuelle et picturale. Toi, Eisenstein, pareil, des choses comme ça. Et après, tu rajoutes, et c'est une couche en plus dans la narration que tu rajoutes avec le dialogue. Le premier film de Luc Besson aussi a été muet, Dernier combat. C'est vrai. Où je crois qu'il y a une parole, un mot à la fin, je crois. Alors, je ne me rappelle plus très bien, je l'ai vu il y a très longtemps. Ouais. Il me semble que c'est Jean Rochefort qui... Non, il y a Jean Reno, mais il y a... la voix off serait... Non, dans le Dernier combat. Je n'ai pas une grande connaissance de l'œuvre de Besson. Un acteur bien connu. Non. Ah non, ça doit être, comment il s'appelle Qu'on voit à la fin et qui arrive à dire bonjour, je crois. Je crois que c'est à peu près le seul dialogue du film. Oui, je voulais citer un film qui n'est pas tellement connu, mais qui est vraiment bien. Et puis ça parle de vampires, tu vas être contente. C'est un metteur en scène, un cinéaste metteur en scène, je sais pas, canadien qui s'appelle Guy Madin, qui a
il n'est pas très connu, mais c'est assez génial. Il a fait une adaptation du Dracula de Bram Stoker. Et c'est un film, c'est un ballet en fait, donc il n'y a pas de dialogue. Il y a la musique de Mahler, je crois que c'est la 2e symphonie, je suis plus certain, mais je crois que c'est ça. Et c'est articulé, mais c'est assez hallucinant parce qu'il n'y a pas un mot. On connaît l'histoire de Bram Stoker, mais tout est remis en scène, tout est rythmé par la symphonie de Mahler, et c'est vraiment étonnant, quoi. Il a fait toute une série de films comme ça, où c'est des films très inspirés du cinéma muet et qui sont à chaque fois vraiment superbes, hein, c'est vrai. Guy Maddin. Ouais. Si vous avez l'occasion de trouver ça sur Internet, parce que je ne suis pas sûr que ça se trouve ailleurs, regardez, parce que même si une heure et demie de ballet ça, avec du Mahler, et ben non, ça passe très très bien. Ouais. Et c'est vraiment hallucinant comment il a réussi à faire le truc. Après, c'est peut-être pas aussi anodin qu'il ait choisi Dracula, parce que le Nosferatu de Murnau, c'est un film magnifique et muet. Et donc déjà, à la base, ça passe évidemment très bien. Oui, c'est pas mal Murnau, c'est plutôt bien filmé. Vampire aussi, hein. Oui. Hier. Je fais juste une demi-pause d'une seconde, parce que comme le temps passe et que la réunion va se terminer d'ici 15-20 minutes, vous avez le droit, public de feu, de poser des questions, sachant que nous sommes enregistrés ou diffusés sur Internet. J'ai pas tout compris, parce que la technologie, je comprends pas. Et du coup, les préférables, vous pouvez évidemment vous lever et parler fort, mais sinon, peut-être que pour les gens qui nous regardent directement via Internet, c'est mieux de venir pour prendre la parole avec ce micro et poser les questions, donc il ne faut pas hésiter. Voilà, ça vous avez le droit, parce que ces auteurs sont plutôt gentils. Et pas vraiment. Mais enfin, tout ce que on n'a pas vraiment beaucoup parlé de contre-culture, donc c'est pas très grave, parce que de toute façon les tables rondes ça part en vrille. Mais ouais, il y a plus de contre-culture. Je sais pas trop ce que c'est une contre-culture. Moi. Enfin, je pense que c'est aujourd'hui il y a tellement de trucs différents au niveau culturel que est-ce que parce que ça s'oppose à quelque chose? Est-ce que je sais pas. Moi, pour moi, faire du punk, c'est très marqué. Le terme contre-culture est quand même très marqué une période où il y avait vraiment un establishment culturel très imposant, et tu avais dans l'underground, tu avais un peu quelque chose qui essayait. Moi, personnellement, alors qui vit à Berlin, qui est censé être la place de l'underground, on voit vraiment que l'underground devient hyper mainstream. Et pour moi, la contre-culture n'a plus aucun intérêt d'être. Mais après, c'est la contre-culture techno, musique industrielle. Et après ça, j'ai énormément vécu la contre-culture, entre guillemets, punk et post-punk à Paris. Mais pareil, c'était assez mort. C'était une culture assez moribonde. Et qui, pareil, il y a quand même des fois 2-3 jeunes qui viennent et qui essaient de pimenter un petit peu le truc, mais on est quand même sur des cultures assez soit moribondes, soit qui marchent vachement bien, mais qui deviennent mainstream. Enfin, c'est toujours assez dramatique, en fait, par rapport à la contre-culture. Il y a quelque chose comme ça qui a été très symptomatique de ce phénomène-là, c'est qu'à un moment, aller voir La Nuit des Morts Vivants, tu allais voir ça à la séance de minuit au fin fond d'une MJC, les gens te moquent de toi, quoi. Voilà. Et le voir, c'était quand même très compliqué. Maintenant, le zombie est quand même passé dans le mainstream. Grâce à The Walking Dead. Voilà, mais bon, The Walking Dead, c'est fini. Ils ont fait, je sais pas combien de. Oui, mais comme The Walking Dead a relancé le truc, et en plus, The Walking Dead l'a redevenu nul parce qu'ils ont fait, je sais pas combien de spin-off de machin qui marchaient pas, donc c'est redevenu pourri, tu vois, mais ça avait une grosse hype il y a 3-4 ans. Et là, non, mais maintenant, tu as des masques d'Halloween avec des zombies, quoi. Enfin, tu vois, c'est devenu. Non, mais le zombie a toujours été in, mais je veux dire, il y a une sorte de gros truc par rapport à The Walking Dead qui, clairement, n'est plus le cas, tu vois, qui n'est plus le cas. Pardon, mais du coup, si on la voit pas, la contre-culture, est-ce que c'est pas parce qu'on est trop vieux et qu'il y a des jeunes qui arrivent et qui sont en train de la faire et qu'on n'est pas au courant? Parce que la contre-culture, par nature, le mainstream qu'on représente maintenant n'est pas au courant qu'elle existe, cette contre-culture. Je suis la plus jeune, c'est table ronde, j'ai 35 ans, donc déjà je suis peut-être trop vieille. Les punks, ils devaient mourir avant 25 ans, donc c'est foutu. Hein. Moi, Régnier. Je pense que le dernier mouvement de contre-culture, peut-être un peu vraiment un peu révolté, ça a été effectivement les punks, mais bon, comme ça a été très vite récupéré. Pas du tout, pas du tout. Tu vas mieux en parler que moi, alors, peut-être. Mais même, par exemple, le rap aujourd'hui, qui est devenu hyper mainstream, il y a une petite contre-culture. Non, mais il y a notamment en France, parce que de jeunes qui font une sorte de rap pas du tout médiatique, mais c'est pas non plus une contre-culture, parce que ça
ça se dilue dans tous ces petits mouvements de contre-culture. Mais Je suis pas t'en as d'accord, fait du vraiment. rap, toi, quand tu étais jeune, non? Alors moi justement pas, mais je sais, je connais beaucoup de gens qui ont été dans la culture rap à la base, et vraiment la culture rap c'est une énorme culture underground. Enfin c'est pas le rap, c'est pas forcément le truc mainstream qu'il écoute à la radio, ça peut être des trucs rap hyper underground. Enfin, ça peut être des trucs de malade, genre il y a genre 3 personnes qui connaissent quoi. Non, il y a même Donc ça le- gagne son non, statut non. de truc underground. Même le rap underground d'aujourd'hui, c'est pas 3 personnes qui connaissent. Mais Hein. si. Ça fait non, je t'assure. Non, c'est un peu plus. Non, je suis d'accord avec toi. Non, Je suis alors d'accord ça avec passe pas ça sur la marche un peu radio, plus. ça Mais passe ça pas à la passe pas à la télé, radio, mais- mais et quand même, ça peut. Ça peut être un truc quand même assez Non, mais privé, le moindre quoi, groupe privé qui pourrait rap, passer même pour de leur- underground, il a 12 millions de followers. Quoi. Donc, c'est un problème, à un Non, moment, non, il y a non, vraiment le rap. Non, je suis désolée. Et puis même, tu vois, genre il y a 8 ans, genre Dion Dworth, par exemple, il mélangeait totalement le rap et Marilyn Manson. Tu vois, ça arrivait au milieu et clairement, tu vois bien que le rap était de la culture underground aussi, même dans le sens des gens qui aimaient le rock ou les trucs. Alors Ouais, justement, les cultures, même la techno reprend les codes du rap, enfin, tout se mélange. Enfin, je veux dire, on peut même. Je trouve ça, non, justement, non. Je trouve qu'on devrait arrêter de faire ah mon Dieu, parce que ça c'est du punk, c'est de l'underground, ça c'est de la techno, c'est underground, ça c'est de post-punk, c'est underground. Non, le rap c'est underground, tout est underground. Vraiment, c'est pas hyper connu, c'est des gens hyper passionnés qui défendent leur truc, qui sont à fond dans leur truc et qui créent leur scène et que leur scène elle existe et que non, Je mais suis c'est désolé, vrai. Florent Pagny, il est hyper passionné. Oui, ben non, non, Florent Pagny, il est médiatisé. Il est Tu médiatisé. ne priveras pas de sa liberté de penser. Hein. Vous avez des questions? ah, une question. Ouais, une question. Alors moi j'ai une question vraiment super simple, mais peut-être que la réponse on verra. C'est quoi la culture? Vous sortez, monsieur, s'il vous plaît. Ça suffit un peu. Laissez-moi sortir mon revolver. C'est ça. Oui, toujours. D'ailleurs, vous avez des conseils contre-culturels à nous donner, des petites choses à écouter, à Alors voir, à déjà, lire, non? ne regardez plus la télévision. Mais ça, je c'est un pense bon que tout début. le monde... Plus personne ne la regarde, il y a Internet. Ne regardez plus Internet. Zut. Voilà. Et là, on va pouvoir... vous allez voir des gens qui vont faire de la musique dans la rue, ou je sais pas quoi, moi, tu vois, après... Mais dès que vous utilisez plus l'électricité, là, vous pouvez devenir vraiment contre-culturel, je pense. Moi, mon conseil, c'est écouter la salle 101. Ouais, c'est super. Personne, Alors moi, personne ne la personnellement, je suis au top du top de la culture berlinoise, mais je trouve ça tellement insupportable, la culture berlinoise, que je n'oserais même pas vous donner de conseils. connaît. par rapport à D'accord. ça. Jean-Marc Ligny, des choses très contre-culturelles, scandaleux. Donc prenez ce micro, c'est mieux. Bah, je serais un peu de l'avis de Marc Caro, quoi. À partir du moment où on cesse de consommer un peu, on devient quelque part contre-culturel ou contre-productif. On devient contre quelque chose, en tout cas, ce qui est a priori, moi je suis plutôt pour. Ça, ouais. On est tous pour être contre, c'est merveilleux. On avait dit que cette table ronde serait méta au bout d'un moment, donc j'ai une question magnifique. Ouais, alors pour moi, la prairie sauvage, c'est plus visuel que musical. Non, non, la bande son de musical aussi, Goraguer quand Ouais, est géniale. ouais. Oh, bah, je t'avoue, ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais moi, j'avoue, je me rappelle Faut le plus de revoir. la visuellement que de. Parce que tu l'as vu musique. petite. Oui, Mais j'ai vu très jeune, ouais. Je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a et on parlait de ça tout à l'heure, c'est que les grands mouvements qui viennent vraiment de la rue, qui ont été le punk, le rock, le blues à une époque, la techno, le rap, etc., ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un mouvement comme ça qui est sorti un peu de rien. Là, il y a un peu des petites choses qui commencent à apparaître où
les gens fabriquent maintenant leurs instruments électroniques ou des trucs comme ça. Il y a tout un mouvement, tu vois, avec le modulaire, des choses comme ça, où c'est souvent, effectivement... Ça passe par l'autoproduction, souvent. Enfin, Ouais, l'autoproduction et puis l'autofabrication et comme tu disais, la création d'un environnement et d'un réseau comme ça de diffusion et avec ses propres codes et vestimentaires et sonores, etc. Et là, de plus en plus, un peu autonome, qui essaye d'être un petit peu autonome. Et moi, c'est vrai que bon, il y a ça aussi. Certainement sur Internet, hein, il y a des genres de réseaux comme ça et on va les découvrir, voilà, quand ce sera fini, quoi. Donc, oui, alors effectivement. Après, ça fait aussi longtemps qu'on n'a pas cité Guy Debord et la Société du spectacle. Et l'une des caractéristiques du spectacle réifié, c'est notamment sa capacité à infiniment tout recycler et tout valoriser. Et la moindre aujourd'hui tentative contre-culturelle est immédiatement récupérée, marchandisée, transformée en chose morte. Dépouillé de toute vie, c'est assez tragique comme constat. Va peut-être foutre le feu demain, je sais pas, il y a moyen de... Pardon, excusez-moi, je m'emballe. Jean-Marc Ligny, oui. Est-ce que la contre-culture ne devient pas de la culture à partir d'un certain niveau de diffusion, quoi? Sans doute. C'est-à-dire que, bon, bah, on a tous... on a il y a des niches, quoi. Il y a des niches socio-culturelles, hein, des fois qui vont rester à l'état de niche... pendant très longtemps, où les gens vont se retrouver entre eux en petits groupes. Même la SF, ça a été ça au début. Hein. La SF, au début, c'était des poignées de fans voilà, qui se retrouvaient dans une littérature qui était un mauvais genre et qui était déjà très mal vue. Bon, le rock, ça a été ça aussi. La techno, c'est pareil, c'était une poignée d'hurluberlus. Mais à un moment... il va venir un succès où les grands médias vont se rendre compte que ça peut être commercial. Et quand ça dépasse un certain niveau de diffusion, bah, ça sort de la niche contre-culture et puis ça fait partie de la culture en général, quoi. Mais ça n'empêche pas que les idées continuent de circuler. Je veux dire, c'est pas parce que la SF a maintenant le vent en poupe et qu'on peut arriver à vendre des milliers d'exemplaires que les bouquins vont être mous du genou et vont plus véhiculer d'idées un peu subversives ou contre-culturelles. Pareil dans la musique. Hein. Ouais. Moi, je suis fan de musique gothique et d'électro. Bon, j'écoute des groupes qu'on n'entend jamais nulle part, sauf si on les cherche sur Internet. Mais ces groupes-là, je ne pense pas qu'ils prétendent faire partie d'une contre-culture. Par contre, ils prétendent tous faire partie d'une même famille. Et de même dans la SF, moi, je ne prétends pas faire de la contre-culture en alertant sur le changement climatique dans la SF, mais j'ai l'impression de faire partie d'une famille, quoi, de me retrouver avec des gens qui me ressemblent, avec qui on partage les mêmes idées, ou pas forcément d'ailleurs, mais voilà, on fait partie d'un même... je dirais, noyau socio-culturel, quoi, quelque part, même si on vient d'horizons très différents. Et voilà, je pense que le rap, c'est pareil. Moi, je ne connais pas le rap, hein, j'en écoute pas, ça ne m'intéresse pas. Mais je comprends totalement que ça existe et que ça passionne des gens et que voilà, ça peut être un terreau de poésie certainement très riche. Oui. Il y a un exemple assez intéressant juste en bas, là, parce que vous avez le salon du livre avec les éditeurs entre guillemets officiels qui sont là, les auteurs qui signent, et puis dehors, vous avez le off, avec plein de mini-éditeurs, de gens passionnés qui fabriquent leurs propres trucs, leurs propres bouquins, leurs propres fanzines, et leurs propres auteurs aussi, sans doute. Et évidemment, vous avez une quantité de formats, d'images, une diversité assez extraordinaire. Qui marque, à mon avis, quand même la vivacité du genre. Je vais peut-être donner la parole Non, moi, au je public. voulais parler. Ouais. Je voulais grave parler, en fait. Je veux allez. pas du tout que le public parle. 2 C'est moi minutes. qui parle, quoi, là. Ouais, alors, moi, alors, du coup, j'étais plutôt branchée post-punk et punk. Et alors, quand je suis arrivée à Berlin, j'ai été exposée à la techno. Donc, j'ai commencé... C'était pas du tout mon genre de prédiction. C'était donc ça. Oui, c'était donc ça. Et ça m'est arrivé, du coup, tu vois, par hasard, d'être exposée à la techno, qui est vraiment le genre de prédilection à Berlin, que les clubs jouent là-bas. Et une très bonne techno, hein, qui est une techno hyper pointue, hyper industrielle, que tout le monde jure que par ça. Et vraiment, c'était hyper bien. Et
Et je sais plus où je voulais en venir. C'est le moment de poser la question du coup. Non, je suis sûre que je vais Toujours enchaîner. Non, je vais enchaîner, je vais enchaîner, je vais enchaîner dessus. Mais ouais, non, ce côté hyper mainstream et contre-culture, en fait, moi, ça me risque pas vraiment la contre-culture de la techno, parce qu'à la base, c'est quand même, la techno à Berlin est quand même une sorte de contre-culture qui n'existait que à Berlin, qui est née dans les clubs à Berlin. La techno industrielle est née dans les clubs à Berlin. C'est vraiment de la contre-culture, sauf que ça a eu énormément de succès. Et ça a eu du succès parce que c'était bien, en fait. Pas eu du succès parce que c'était pourri. C'est que vraiment énormément de gens ont adoré parce qu'en vrai, ils offraient des clubs qui t'offraient ça avec des super sound systems, des super mises en ambiance, qui fait que tu pouvais apprécier le truc et que tout le monde a été à donf là-dessus. Et donc, c'est devenu hyper mainstream. Et là, maintenant, les gens viennent à Berlin pour écouter ça. Et genre, n'importe qui, de n'importe quel milieu, vient pour faire son week-end à Berlin pour écouter ça. Et c'est hyper mainstream. C'est absolument pas contre-culturel. Tout le monde peut visiter ça, faire ça, et kiffer ça, et apprécier ça, sans avoir aucun background derrière pour l'apprécier. Et je peux pas dire que c'est nul. C'est cool, en fait. Enfin, c'est chouette. Je suis hyper contente de pouvoir participer, de pouvoir parler avec n'importe qui et faire t'es venu à Berlin, t'as écouté ça, t'as aimé ça, ou même juste t'aimes ce genre de techno, on peut en parler ensemble, c'est super. Ça me change parce qu'avant, tu vois, j'aimais juste des genres le punk, le punk, le post-punk, c'était compliqué de parler de ça avec les gens. Mais là, moi, ce truc-là, tout le monde connaît, tu vois, tout le monde a une sorte de référence par rapport à ça, et je trouve ça chouette. Donc c'est quelque part la contre-culture qui devient mainstream. Des fois, c'est pourri, mais il y a une sorte de quelque chose de bien aussi par rapport à ça. Voilà. Allez, une question du public. Merci. Alors Mahler, c'est pas du tout contre-culturel, hein, c'est très très connu et très très apprécié. Enfin apprécié, oui et non, ça c'est. Mais pas à Berlin, pas dans les clubs techno de Berlin, mais c'est un peu, c'est pas peut-être pas aussi connu que Beethoven, mais c'est un des grands compositeurs. Donc, mais l'association des deux, effectivement, peut devenir. Ça, ils font ça maintenant. Tu sais, c'est comment ça s'appelle, c'est Deutsche Grammophon qui donne, non, c'est vrai, qui ont fait tous les grands concerts avec von Karajan et compagnie, tout ça, qui donne maintenant les morceaux classiques comme ça, Wagner, machin, mais à Carl Craig, à von Oswald, enfin toute la crème de la techno internationale, et donc qui reprennent et qui remixent les grands classiques, tu vois. Donc rien. De toute façon, la techno ou le rap ou n'importe quoi, on est à une période au départ, ou le punk, au départ, quand tu vois même dans les boutiques le rayon punk, quand ça a commencé, tu avais un petit rayon comme ça, tu pouvais presque acheter tous les 45 tours et tous les trucs, tu vois. Et puis au bout d'un moment, le punk, c'est des genres de rayons, et puis tu as du punk néo truc muche, avec du punk ceci, cela, mélangé avec du hardcore et tout ça. C'est comme la techno. Au départ, tu avais de la techno, puis maintenant tu as drum and bass, new jazz, ça s'est balkanisé complètement. Donc on est vraiment dans une période de grands mix complets où chacun va picorer dans toute la musique mondiale, tu vois, même ethnique, et fait sa sauce en mélangeant avec ses tendances principales, quoi. Donc c'est sûr que dans un cadre comme ça, de globalisation musicale, faut vraiment aller chercher soi-même les espaces où il y a encore des nouvelles choses à écouter, quoi. Hein, c'est ce qui me semble, c'est qu'il y a vraiment, vu qu'il y a ce genre de facilité à accéder à tout. Tu vois, avant, pour aller écouter des chants papous, il fallait que tu montes une expédition, 3 mois de bateau, tu arrivais en Papouasie, tu te battais contre les crocodiles et hop, tu allais enregistrer des papous, tu vois. Maintenant, en 3 clics de souris, tu peux écouter un peu tout ce que tu veux. Donc voilà, des fois, il y a des paradoxes comme ça où plus tu as accès à tout, moins c'est facile. Tu vois, moins pour trouver vraiment les choses qui se correspondent et qui ne vont pas dans le sens
qui est en train d'un peu de se répandre comme ça, où on va écouter que ce qu'on a déjà entendu et que ce qu'on aime. Mais c'est pour ça que je vous demandais vos prescriptions, parce qu'on a besoin de défricheurs, c'est ça, c'est le mot. Ouais, un peu. Oui, c'est vrai. Moi, je peux juste vous conseiller que dès que vous voyez marqué modulaire, allez essayer d'écouter, parce que c'est vrai que il y a un truc qui m'intéresse, moi, avec cette conception de faire la musique à travers des modules. Hein, là, c'est un retour au début de la musique électronique où les gens n'avaient pas d'instruments. Voilà, c'était que des petits bouts qui faisaient des fonctions spécifiques. C'est comme si tu avais plein de petites pédales de cette guitare, là, une qui fait le wah-wah, l'autre qui fait la reverb et tout ça. Et puis tu construis et tu fabriques ton son. Tu vois, c'est l'anti-preset. Tu vois, on a un truc en musique maintenant où tu veux le son des Beatles, tu as juste à appuyer sur un bouton pour l'avoir, ou le son des n'importe quel groupe que tu peux. Voilà, tu vois, les trucs des années 90 là, ou 80, maintenant, les synthés, tu vois, comme les feuilletons là qu'on a entendus, tu vois, tu peux le faire très facilement. Mais là, tu te fabriques ton son à partir de zéro. Et je trouve que ça permet des explorations alors des fois c'est chiant. Faut quand même aussi le reconnaître. Des fois, ça peut être super plic-plouc, tu vois, genre musique contemporaine un peu élitiste et tout ça. Mais des fois, tu peux aussi accéder à des choses qui vont surprendre ton oreille et qui vont te faire découvrir tout un nouvel univers sonore. Et moi, c'est un peu ce que je recherche. Après, là, je prêche pour ma chapelle, hein, mais voilà, moi, j'aime bien découvrir, j'aime bien avoir de la surprise, tu vois. C'est vrai que en cinéma, en musique, en plein de choses, j'en ai marre de voir des films où au bout de 5 minutes, je sais comment ça finit, quoi. Tu vois, oh putain, ils vont détruire l'étoile de la mort. Mais c'est dingue, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, ça m'emmerde, quoi. Voilà. On avait dit qu'on rendrait la salle à 16h30, il est 16h30, mais on a le droit de déborder de 2-3 minutes. Donc si tu as une question, public d'amour, c'est le moment, parce qu'après, il faudra que tu te taises à jamais. Sinon, c'était n'importe quoi cette table ronde. Merci beaucoup. C'était vraiment. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais voilà. Donc, vous pouvez remercier Marc Caro, Jean-Marc Fini, Morgane Cossarieux et Karim Berouka, qui traînent quand même dans les allées du Festival des Intergalactiques et qui sont quand même malgré tout sympas. Donc, vous pouvez aller leur parler. C'était assez punk, non ? Ouais, c'était le bordel en tout cas. Hein, c'est surtout au début. Et j'ai eu très peur. Merci beaucoup.